Vous êtes sur la Green TV Internationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur l'actualité environnementale. Voici le sommaire. La première rencontre du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA a pris fin jeudi dernier à Grand Popo au Bénin. Elle a donné l'occasion aux responsables des chambres de commerce et d'industrie du Togo et du Bénin de dresser l'état des lieux, des enjeux, des défis et des perspectives de l'entrepreneuriat agricole dans leurs pays respectifs. Le maire de la commune Golfe de Kodjokono-Nukafu a lancé la semaine dernière une grande campagne de reprofilage des voies non bitumées de sa commune. Ceci vise à améliorer le développement économique et social de la municipalité. Et puis une étude de financement sur les énergies renouvelables a réuni les acteurs des secteurs de l'énergie et de la finance à Alger. Le but était de trouver des solutions pour investir dans les projets d'énergie renouvelable à grande échelle en Algérie. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Le Bénin et le Togo unissent leurs forces pour dynamiser le secteur de l'entrepreneuriat agricole transfrontalier. À Grand Popo, lors de la première rencontre du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA, les deux pays ont posé les bases d'une coopération solide pour transformer leur échange agricole. Honoré Kata. Le Bénin et le Togo, unis par leur chambre de commerce et d'industrie, ont tenu la première rencontre du programme régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA à Grand Popo au Bénin du 10 au 12 décembre 2024. Cet événement, placé sous le signe de la coopération, avait pour objectif de dynamiser l'entrepreneuriat agricole transfrontalier. Grâce à cette initiative commune, les deux pays voisins ont dressé un état des lieux du secteur agricole, tout en identifiant les enjeux et défis à relever pour un développement harmonieux et durable. Ainsi, cette coopération se veut un levier pour renforcer les échanges commerciaux agricoles entre les deux nations, soutenu par le Fonds international de développement agricole FIDA, qui apporte un appui technique et financier. Le projet ambitionne de transformer les corridors agricoles en espaces prospères. Cette synergie régionale s'inscrit dans le cadre plus large de la CEDEAO et de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, où les marchés s'entrecroisent pour bâtir des économies plus résilientes. En favorisant l'interconnexion des marchés et en soutenant les petits exploitants, le Bénin et le Togo montrent la voie d'une croissance agricole partagée. Le vendredi 13 décembre dernier, la commune Golfe 2 a entamé une nouvelle étape dans le développement de ses infrastructures. Le maire Kodjokono-Nukafu a officiellement lancé une grande campagne de reprofilage des voies non bitumées de la commune. Ceci marque le début d'une transformation prometteuse. Les précisions avec Léonce Sabou. S'illustrant par des initiatives qui visent à améliorer les infrastructures de sa municipalité, le maire de la commune Golfe 2, Kodjokono-Nukafu, a lancé le vendredi 13 décembre 2024 une campagne de reprofilage des voies non bitumées de la commune. Débutés sur la rue Santigou, les travaux ont mobilisé les équipes techniques de la mairie. Cette opération dépasse tout ce que nous avons entrepris jusqu'à présent. Par le passé, nous nous contentions de reprofilage ponctuel. Désormais, nous visons l'ensemble des rues non bitumées de la commune. L'objectif est de garantir une circulation fluide et de redonner au Golfe 2 une image moderne et dynamique. Nous avançons avec rigueur et détermination, a affirmé le maire. Les travaux qui incluent le reprofilage des voies, le tracé de nouvelles artères et la construction des caniveaux s'étendront sur un mois. Ils permettront d'améliorer le drainage et réduire les risques d'inondation. Sera également menée une campagne de sensibilisation pour encourager les habitants à participer activement à l'entretien des infrastructures publiques. La mairie a dans ce sens associé les leaders du comité de développement des quartiers, la chefferie traditionnelle et les représentants des jeunes et des femmes. Les travaux sont exécutés par les techniciens municipaux pour une gestion optimale des ressources locales et une maîtrise des coûts. Par cette initiative, l'administration de la mairie du Golfe 2 aspire à garantir un cadre de vie amélioré à ses résidents tout en stimulant le développement économique et social de la municipalité.
Cette ambitieuse campagne confirme la volonté de la commune du Golfe 2 d'être un modèle de bonne gouvernance locale et de développement durable. Le secteur de l'agriculture togolais connaît aujourd'hui des progrès grâce à des initiatives comme le MIFA et des projets régionaux. Cependant, des défis tels que l'accès aux équipements modernes et le financement des producteurs restent présents. En surmontant ces obstacles, l'agriculture togolaise pourrait devenir un modèle de résilience et de développement durable en Afrique de l'Ouest. Honoré Kata. L'agriculture togolaise, véritable pilier de l'économie, s'impose comme une source de richesse et d'emploi. Contribuant à plus de 40% du PIB et occupant 65% de la population active, elle repose sur 3,6 millions d'hectares de terres cultivables. Cependant, malgré son importance, elle demeure en grande partie traditionnelle, freinée par une mécanisation limitée et un faible accès au financement, rendant son développement encore fragile. Pourtant, grâce à des initiatives comme le MIFA pour le financement et AgriPME pour l'achat d'engrais, le secteur se transforme peu à peu. Ces outils ont permis d'augmenter la production de cultures phares comme le maïs, le coton et le soja biologique, renforçant ainsi la sécurité alimentaire et la position du pays sur la scène agricole africaine. S'appuyant sur des projets structurants, le Togo vise à moderniser son agriculture. Des initiatives comme l'agropole de Kara et le développement de la riziculture dans la vallée du Mono marquent cette volonté d'innovation. Par ailleurs, la promotion de l'agriculture biologique, notamment pour le soja destiné à l'exportation, témoigne d'une ambition de durabilité et de compétitivité internationale. Néanmoins, des initiatives importantes restent à relever, notamment l'amélioration de l'accès aux équipements modernes, le développement de la transformation locale et le renforcement des financements pour les producteurs. En surmontant ces obstacles, l'agriculture togolaise pourra non seulement soutenir sa population, mais aussi devenir un modèle de résilience et d'excellence en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre d'un partenariat stratégique entre la plateforme panafricaine des organisations paysannes PAFO et la Banque africaine de développement, une conférence internationale sur le financement de l'agriculture familiale se tiendra en début de l'année 2025. Cet événement réunira des experts, des investisseurs et des représentants des organisations paysannes afin de discuter des défis actuels et des opportunités à saisir pour le financement du secteur agricole en Afrique. Suivant. La plateforme panafricaine des organisations paysannes PAFO et la Banque africaine de développement BAD ont récemment signé un accord stratégique pour accélérer la transformation des systèmes agricoles africains face aux défis climatiques et économiques croissants. Dans ce cadre, les deux institutions ont planifié une conférence internationale sur le financement de l'agriculture familiale qui se tiendra en début de l'année 2025 à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'objectif principal de cette conférence est de mettre en lumière la réalité des petits exploitants agricoles en Afrique et promouvoir des solutions concrètes pour améliorer leur accès aux ressources financières et techniques nécessaires. Cette initiative vise également à encourager des investissements dans un secteur agricole plus inclusif, durable et résilient face aux défis environnementaux et économiques actuels. Selon Ibrahima Koulibaly, président de la PAFO, cette rencontre sera une plateforme unique pour mettre en lumière les réalités des petits exploitants agricoles et pour promouvoir des approches innovantes en matière de financement agricole. L'importance de cette conférence réside dans le fait qu'elle offrira un espace d'échange entre les différentes parties prenantes du secteur agricole afin de trouver des solutions adaptées aux besoins spécifiques des agriculteurs familiaux. Le partenariat entre la PAFO et la BAD vise à mobiliser davantage de ressources financières et à fournir un soutien technique essentiel aux millions de petits exploitants agricoles à travers le continent. Ces agriculteurs, qui jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et le développement économique du continent, font face à des défis structurels persistants. En combinant leurs expertises respectives, les deux institutions ambitionnent de fournir des solutions durables qui profiteront directement aux agriculteurs familiaux et à leur communauté. Un atelier d'études sur le financement des énergies renouvelables a réuni à Alger les acteurs des secteurs de l'énergie et de la finance.
La rencontre a été organisée par la GIZ Algérie et mandatée par le gouvernement allemand. Vous en saurez plus dans ce commentaire signé Rafitou Berikou. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Takati en Algérie, une rencontre a eu lieu à Alger entre les acteurs publics et privés des secteurs de l'énergie renouvelable et de la finance. Cette rencontre consiste à étudier les bases de financement des énergies renouvelables. Elle vise notamment à examiner le paysage financier actuel, à identifier les opportunités de développement et à préparer les échanges avec les parties prenantes. La GIZ Algérie, initiateur du projet Takati, a souligné que la rencontre est une étape clé pour collecter des informations pertinentes et actualités avant de procéder à une analyse approfondie de l'offre de financement existante. Elle permettra également d'explorer des pistes pour le développement en lien avec les besoins actuels et futurs d'ici 2035. Ainsi, la réunion permettra d'alimenter l'élaboration lors de la prochaine étape des mécanismes de financement algérien et international. Le projet Takati est un programme de la GIZ Algérie délégué par le ministère allemand de la coopération économique et du développement en collaboration avec le ministère algérien de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables. Il a été signé en 2023 à Alger entre les deux parties et porte sur le développement de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables et l'hydrogène vert. Ce projet a bénéficié d'une enveloppe financière de 12 milliards d'euros. Il vient renforcer la coopération algéro-allemande à travers l'intégration des technologies, le transfert de savoir-faire et l'assistance technique. En Namibie, 2 projets critiques d'infrastructures hydrauliques dans la région d'Erongo ont été mis en service et achevés vendredi dernier. Selon les autorités namibiennes, ces projets s'inscrivent dans le cadre des actions visant à moderniser et à sécuriser l'approvisionnement en eau potable dans les régions centrales et côtières. Francisca Djessou. En Namibie, 2 projets hydrauliques majeurs ont été inaugurés le 13 décembre 2024 dans la région d'Erongo, la modernisation de Antibé et le remplacement du pipeline Kasab Collector de Swakopmund. Ces initiatives visent à sécuriser et moderniser l'approvisionnement en eau afin de répondre aux besoins croissants des populations, des secteurs industriels et des pôles économiques locaux. Le ministre namibien de l'Agriculture et de l'Eau, Carlos Letwen, a salué ces projets comme essentiels pour la croissance économique, la sécurité hydrique et l'amélioration des conditions de vie des habitants. Le gouverneur d'Erongo, Neville André Itop, a souligné leur rôle crucial pour des villes comme Swakopmund et Walvis Bay, véritables moteurs économiques en assurant leur durabilité et en soutenant le développement des communautés environnantes. En exploitant des ressources variées telles que les aquifères Omdel, Kaiser Delta et des installations de dessalement, ces projets adoptent une approche intégrée pour garantir un approvisionnement en eau durable dans une région où cette ressource est rare et précieuse. La réserve de faune à Okapi est un site protégé par l'ONU. Cependant, elle est menacée par l'exploitation anarchique de l'or par une entreprise minière chinoise, Léonce Sagbo. La réserve faunique à Okapi est devenue un patrimoine protégé de l'ONU depuis 1996. Ses limites originales ont été établies il y a 30 ans par le gouvernement congolais. Elle incluait la zone où l'entreprise chinoise Kimia Mining exploite actuellement des mines d'or. Cette exploitation se développe à grande échelle au sein du patrimoine mondial qui est classé en voie de disparition. Au fil des années, dans des circonstances ambiguës, les frontières se sont rétrécies, permettant à la compagnie d'opérer à l'intérieur de la forêt luxuriante. Kimia Mining est accusée par les habitants et les défenseurs de l'environnement car elle décime l'environnement. Malgré que cette forêt soit protégée, les habitants y exploitent des mines d'or jusqu'à ce que les autorités prennent des mesures drastiques. Ces décisions sont dues en majorité à l'arrivée de Kimia Mining. Elle accorde un accès limité aux zones minières des habitants locaux. Pour un prix exorbitant, se plaignent les habitants.
Je suis un ancien habitant de Baden-Guedo. Il y a environ 14 ans, nous vivions bien, mélangeant le travail dans les champs et l'exploitation artisanale de l'or. Notre vie n'est plus la même depuis que les Chinois sont venus et nous ont chassés de la brousse. Nous ne pouvons plus travailler ni envoyer nos enfants à l'école. Si les Chinois vous rencontrent dans la forêt, ils vous frappent. La communauté inquiète que pourquoi les Chinois font l'exploitation dans une aire protégée au moment où on interdise la communauté de faire l'exploitation minière dans une aire protégée. Les groupes de conservation essayent de protéger la réserve, mais ils avouent que c'est très difficile à cause de l'amphibologie des aspects juridiques. D'après le cadastre minier du Congo, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, l'organisme chargé de la gestion des aires protégées du Congo, est actuellement à pied d'œuvre pour mettre à jour les limites et protéger le parc. Selon les documents gouvernementaux, Kimia Maïnine vient de renouveler ses permis jusqu'en 2048. Pourtant, une note interne du gouvernement datant du mois d'août indiquait que toutes les entreprises de la réserve seraient fermées, y compris Kimia Mining. Les espèces qui étaient totalement protégées, comme nous à l'époque, on a vu les okapis, on a vu les éléphants, on a vu les antilopes, on a vu même les babouins, mais aujourd'hui, ce n'est plus facile de le voir. S'élargissant sur plus de 13 000 km², la réserve est devenue un site protégé en raison de sa biodiversité exceptionnelle et du grand nombre d'espèces menacées, dont l'okapi, une girafe des forêts, d'où le nom de la réserve de faune à Okapi. Elle abrite environ 15% des 30 000 espèces dans le monde. La réserve à Okapi fait partie de la forêt tropicale du bassin du Congo. En plus d'être un important puits de carbone qui contribue à atténuer le changement climatique, elle renferme également d'énormes richesses minérales telles que l'or et les diamants. Malgré un échec général à Riyad, la COP16 sur la désertification a engendré des résultats positifs. Quels sont ces résultats? Viva Samana nous répond dans cet élément. La COP16 sur la désertification a refermé ses portes le 14 décembre 2024 à Riyad et elle s'est soldée par un échec. Néanmoins, de bons points sont engrangés et des résolutions positives ont été enregistrées à cette grande rencontre dans la capitale saoudienne. En effet, la première semaine de la 16e conférence de l'ONU sur la désertification a vu des engagements de plus de 12 milliards de dollars de la part d'entités telles que le groupe de coordination arabe, un ensemble d'institutions nationales et régionales et le partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse vise aussi à mobiliser des fonds publics et privés pour aider les pays à risque et fortement touchés par la sécheresse. Avant les négociations de Riyad qui ont débuté le 2 décembre 2024, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification avait estimé que 1,5 milliard d'hectares de terre devraient être restaurés d'ici la fin de la décennie actuelle. Elle a aussi estimé que des investissements mondiaux d'au moins 2,6 trillions de dollars étaient nécessaires. Les engagements de financement pris à Riyad posent alors les bases d'une vaste opération de mobilisation de fonds pour restaurer les terres dégradées et desséchées dans le monde. Dévasté, dévisagé et méconnaissable. C'est triste champ de ruines qu'est devenue l'île de Mayotte après le passage du cyclone Chido. Des quartiers tout entiers se sont effondrés comme un château de cartes. Viva Samana nous montre tout cela dans ces images que voici. Située à 8000 km de la métropole française, l'île de Mayotte n'est que l'ombre d'elle-même depuis le passage du cyclone Chido en fin de la semaine dernière. Des amas de tôle, principal matériel des constructions précaires sur l'île, sont observés partout sur le territoire. Le bilan humain provisoire fait état de 20 morts, 1300 blessés et de nombreuses personnes disparues, notamment à Kaweni, qui est le plus grand bidonville de la France. La situation sanitaire est également un véritable désastre. La population mahoraise n'a plus accès à l'eau potable. Il n'y a que ici qu'on peut trouver l'eau en fait pour préparer à manger, cuisiner ici. Et là, il y a un vache mort qui est là et ça commence à pourrir. Quand ça va pourrir, ça va contaminer l'eau. Devant ce paysage chaotique, les secours sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Un pont aérien est instauré avec des avions militaires qui quittent l'île de la Réunion à 1400 km de Mayotte.
Donc hier on en avait 4, aujourd'hui on en a 5 et après-demain on en aura 6. Donc vous voyez qu'on monte en puissance. D'abord nous avons envoyé du médical, puis ensuite on a envoyé des unités de traitement d'eau, du matériel pour la sécurité civile afin qu'ils puissent travailler sur place. Là aujourd'hui dans la 400M qui vient de partir, nous avons envoyé des vivres, nous avons envoyé de l'eau. Sur l'île, des pompiers essayent de dégager la voie pour l'acheminement de l'aide. Cette aide est particulièrement composée de l'eau potable, de vivres et de vêtements. Sur cette île française où résident environ 20 000 personnes, la situation est très précaire. Le président français Emmanuel Macron compte se rendre en personne sur l'île pour être témoin du désastre. Ainsi se referme l'actualité environnementale du jour. Merci à vous qui nous suivez depuis Cotonou au Bénin. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et surtout de l'environnement. Growing TV International, we revive the environment.